رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما ولا علم لنا إلا ما علمتنا. إخواني البياطرة. Voilà. Parce que ضحكوا عليا la dernière fois quand j'ai été au congrès, quand j'ai dit bataïra. إخواني البياطرة. أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà. Bienvenue encore à vous. Merci de votre fidélité. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir notre cher confrère Mokhtar Al-Aribi, qui est un ami avant toute chose. Il est sortant de le NSV de Tiaret en 90, si mes souvenirs sont bons. Il a vadrouillé et vagabondé un peu partout dans le monde, en l'occurrence au Canada, la faculté Satyasant, où il a préparé un truc en anesthésiologie, anesthésiologie, voilà exactement. Il est vadrouillé un petit peu entre Alfort, entre la Nouvelle-Calédonie où il a exercé pas mal d'années là-bas. Il est revenu en France et en 2010-2012, il a préparé un diplôme en ostéopathie animale. Et tout récemment, donc de toute façon, Mokhtar, c'est un grand fanat de la chirurgie. Il a toujours foncé, depuis que je le connais, il n'a jamais eu peur de faire des chirurgies d'orthopédie ou autre. Et puis récemment, il s'est dit, allez, il faudrait que je m'y mette à accrocher mes compétences de manière officielle. Et il a préparé le CES de traumatologie d'orthopédie. Vos micros, s'il vous plaît. À l'école vétérinaire d'Alfort et qu'il l'a eu avec succès. D'Alfort, non, de Toulouse, pardon, autant pour moi. Et il l'a eu avec succès. Donc ce soir, il s'est proposé gentiment et de manière tout à fait naturelle à nous présenter un sujet qui est assez dans notre pratique quotidienne en clinique. En l'occurrence, la rupture du ligament croisé antérieur. Il a d'autres sémantiques, il vous en parlera beaucoup plus précisément. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mis à part merci de votre fidélité parmi nous, toujours dans cet élan du réseau international des vétérinaires algériens qui sont installés un peu partout. Récemment, on a eu le plaisir d'être rejoint par un confrère qui est spécialisé en équine, en reproduction équine plus exactement. Il exerce au Qatar. On aura le plaisir de vous le présenter au travers d'un webinaire. D'autres personnes, d'autres confrères, pardon, qui exerce dont un à Dubaï, qui est plutôt dans la production de l'alimentation animale. Et on attend aussi que d'autres confrères nous rejoignent des États-Unis et du Canada. Donc le but de cet élan, le but de cette mutualisation, j'ai envie de dire, de toutes ces expertises éparpillées un peu partout, c'est de vous apporter un maximum de connaissances, un maximum d'aisance dans votre pratique de tous les jours, de rectifier vos pratiques, de vous apporter une évolution et franchement une mise à niveau surtout européenne et internationale.
de votre pratique de tous les jours. Voilà. On espère être franchement à la hauteur de vos attentes. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos critiques et de vos remarques qui ne pourront que nous pousser à nous améliorer et à nous rendre beaucoup plus pointueux sur les présentations qu'on vous propose au jour d'aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je passe la main au docteur Mortar Laribi. Tu as la main, Mortar. Allez. Barakallahu fik. Baraka. Je coupe mon micro. Et je demanderai avant toute chose à tout le monde de couper le micro, s'il vous plaît. Et la série de questions sera à la fin du webinaire, en vous remerciant par avance. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je t'entends pas, Wahid. Tout le monde entend bien? Oui, très bien. Très bien. OK. Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وخير ما نفتتح به هذه الدورة وهي الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers confrères, chers consoeurs, salam alaikum. Après les excellents webinaires qui ont précédé celui de notre consoeur Kahina et celui de notre confrère Amin, je vais essayer de vous présenter un traitement autre que les ostéotomies pour la rupture du ligament croisé crânial chez le chien. La technique que je vais vous montrer, c'est une technique qui n'est pas très onéreuse en termes de matériel et d'investissement et que vous pouvez pratiquer assez facilement en Algérie, en investissement sur un ou deux outils. Pour commencer, on sait que le gracé, autrement dit le genou, est une articulation particulièrement complexe. La rupture du ligament croisé crânial, ou chez certains qui l'appellent antérieur, comme le dit si bien Wahid, les puristes, est la cause la plus fréquente, voire extrêmement fréquente de boiterie du membre postérieur chez le chien. À mon avis, dans votre pratique de tous les jours, vous avez dû au moins par mois en avoir 2, 3, voire 4 de rupture du ligament croisé qui va du petit chien vers le grand chien qui fait plus de 40 kg. Notre présentation se déroulera comme indiqué sur le plan suivant. On commencera par un rappel anatomique. On abordera par la suite la biomécanique du gracé, après l'étiologie, le diagnostic. Et puis, comme je pense est attendu par tout le monde, on finira par le traitement qui occupera la majeure partie du temps qui nous est imparti pour ce webinaire. Le rappel anatomique commencera par la définition de l'articulation du gracé, puis oui. Je t'interromps 2 secondes, je crois qu'il y a des gens qui n'entendent pas du tout. J'ai posé la question au départ, vas-y. Ouais. On va essayer de rectifier ça. Fethi, s'il te plaît, si tu m'entends, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est plutôt d'ordre individuel ou c'est… Oui, docteur, c'est individuel. Que la majorité n'active pas le bouton active call. C'est individuel, ok. Oui. Bon, merci de rectifier vos PC ou sinon vous vous déconnectez carrément et vous rentrez une deuxième fois parce que apparemment ça concerne quelques Je vais les répondre par message, docteur. Voilà, donc je te laisse leur répondre s'il te plaît par message. Merci. Ok, merci, docteur. Excuse-nous, Mortal, je te… Non, il n'y a pas de souci, il faut faire profiter tout le monde le maximum si on peut. De toute façon, entre le premier slide, le deuxième et le troisième, ils n'ont rien raté parce qu'on est en train de un peu défiler le plan de notre présentation. Donc, quant au rappel anatomique, on commencera par la définition de l'articulation du gracé, puis une description des surfaces articulaires, puis une description des muscles, puis une description des
On s'attaquera par la suite aux moyens d'union propre ainsi que les synoviales avant de faire un bref rappel de sa vascularisation et de son innervation. Une articulation, pour la définition, peut se définir sur plusieurs plans. Sur le plan anatomique, elle est définie comme la jointure des os, terme toujours employé par nos voisins ici, les anglo-saxons, qui l'appellent joint. Donc, dans les revues anglaises, vous trouvez souvent et surtout articulation qui est appelée joint. Et sur le plan mécanique, c'est une structure permettant le mouvement de deux pièces osseuses l'une par rapport à l'autre. Pour le grasset, ce qui nous intéresse le plus, anatomiquement, c'est la jointure entre le fémur, comme on voit ici, et le tibia. Et biomécaniquement, c'est le mouvement entre l'extrémité distale du fémur et l'extrémité proximale du tibia, sans oublier la présence et le rôle de la patelle qu'on démontrera par la suite, qui est très important. Ces deux extrémités fémoro-tibiales, comme on les voit ici, qui se joignent, constituent les surfaces articulaires du grasset. Quant à la surface articulaire du fémur, qui est l'extrémité distale, elle est composée de la trochlée qu'on voit ici et des deux condyles sur cette face ventrale. Sur la face caudale, on voit les deux condyles avec les deux sésamoïdes supracondyliens, le latéral et le médial. Et sur la face crâniale, on a la patelle avec la trochlée, la patelle qui est au niveau de loge trochléenne. Des fois, on appelle loge intercondylien. D'ailleurs, plus loin, on découvrira le rôle important que joue le sésamoïde latéral dans la mise en place de cette prothèse filaire qui est bien visible, c'est-à-dire je parle du sésamoïde qui est bien visible sur cette vue latérale. Quant au tibia, de par sa morphologie particulière, la surface articulaire de son extrémité proximale est appelée plateau tibial. Elle ressemble à un plateau d'ailleurs. Elle est composée de deux condyles, quand on les voit en vue dorsale, avec la création d'une aire intercondylienne qu'on voit ici. Et sur la face caudale, on voit que les deux condyles sont concaves, donnant naissance à une imminence intercondylienne, d'ailleurs qui est très importante pour faire les mesures de l'ostéotomie qu'on appelle la TPLO par la suite. À ces surfaces articulaires s'ajoutent des formations articulaires complémentaires, comme les fibrocartilages qu'on voit ici, parapatellaires, avec sur la vue caudale, le muscle quadriceps fémoral, on voit plutôt le tendon de la fixation du muscle quadriceps fémoral qui vient se fixer sur le tendon des quadriceps qui se fixe à lui-même sur la patelle, sur la rotule, autrement dit la rotule. Et on a le ligament patellaire aussi qui est très important. Viennent s'ajouter les deux ménisques. On a le ménisque latéral et on a le ménisque médial. Le ménisque latéral avec son ligament ménisco-fémoral et qui, de ce fait, lui procure, c'est très important, une liberté de mouvement, lui permettant, entre autres, de conserver sa forme, au contraire du médial, qui est le plus souvent touché en cas de traumatisme. Parce qu'au niveau articulaire, le condyle médial sollicite beaucoup plus le ménisque médial que le condyle latéral sur le ménisque latéral. C'est pour ça que dans les pathologies de la rupture du ligament croisé crânial, ça on développera par la suite, vous verrez que c'est toujours le ménisque médial qui est touché de différentes manières, qu'on détaillera plus tard, pas aujourd'hui. Ayant ces formations articulaires complémentaires, il faut quand même une certaine stabilité de mouvement mécanique
de ces deux surfaces articulaires l'une par rapport à l'autre pour la conservation du contact entre elles et le maintien en place de tous ces éléments articulaires. Il faudrait des attaches propres à cette charnière. Nous avons la capsule articulaire qui n'est pas schématisée sur ces schémas. Cette capsule articulaire, elle est complexe et vaste et englobe l'articulation. Nous avons aussi les ligaments collatéraux. C'est ce qu'on appelle fémoro-tibial. On a le latéral et on a le médial. On a le muscle ou le tendon du muscle lent extenseur des doigts qui joue un rôle par la suite dans la stabilisation. Et on a le ligament patellaire ou le tibio-rotulien qu'on le voit que ce soit sur la face médiale ou sur la face latérale. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ce ligament croisé crânial qui est en orange. Et derrière, on l'appelle le ligament croisé caudal. Et caudalement, on a le tendon du muscle poplité. Pourquoi on les appelle les ligaments croisés? Parce que, comme vous voyez sur ce schéma-là, ils se croisent. On a le ligament crânial, croisé crânial qui est devant, c'est-à-dire crânialement, et le ligament croisé caudal qui est derrière et qu'on appelle le ligament croisé caudal. Donc, à ces attaches ligamentaires se rajoutent les moyens d'union complémentaires qu'on ne voit pas ici. Pour cela, je citerai le quadriceps fémoral qui est sur la face crâniale, on le voit ici, mais là, on a les tendons. Le biceps fémoral et le fascia lata qui seront sur la face latérale. On a le muscle fémoral qui est médialement et on a le gastrocnémien et le fléchisseur qui sont derrière. Quand vous avez une image ou vous avez une radio, ça c'est une petite astuce pour reconnaître la partie latérale de la partie médiale. Sur la partie latérale, vous avez toujours la fibula et l'attache de la fibula. D'accord? Ça, c'est la partie latérale. Et vous avez le tendon du muscle lent extenseur des doigts qui sont sur la face latérale. Et comme vous le savez, comme tout moteur, quel que soit le moteur que vous avez, il faut de l'huile, il faut un lubrifiant pour faciliter son fonctionnement. C'est pour cette raison que notre articulation, qui est le gracé, a besoin aussi d'un lubrifiant appelé la synovie. La membrane synoviale tapisse toute la face interne de la capsule des articulations mobiles. Comme on voit ici, la capsule articulaire qu'on n'a pas vue tout à l'heure, elle est schématisée ici. Et cette membrane synoviale, elle sécrète la synovie. Concernant la vascularisation et l'innervation du gracé, la région du gracé reçoit son apport sanguin par 3 artères. Latéralement, médialement, on a l'artère saphène, on a l'artère poplitée et l'artère tibiale caudale sur la face latérale. Je rappelle que les veines sont largement satellites aux artères, c'est-à-dire elles les accompagnent en parallèle. Elle reçoit son innervation des nerfs saphènes sur la face médiale, là, et le tibial et le fibulaire commun sur la face latérale. Maintenant qu'on a fait ce rappel anatomique et concernant l'innervation, l'action du gracé a toujours été considérée comme une charnière imparfaite. L'articulation du gracé est le siège de 2 mouvements principaux, la flexion et l'extension, qui s'effectuent dans un plan sagittal, accompagné de quelques mouvements de rotation qu'on présentera après. Le ligament collatéral latéral évite la rotation interne du tibia pendant l'extension. Et le ligament collatéral médial évite la rotation externe du tibia pendant l'extension. Les ligaments croisés caudal ou postérieur empêchent à la flexion et à l'extension le déplacement du plateau tibial vers l'arrière. Et le croisé crânial
chez les puristes, comme dit Wahid antérieur, empêche à la flexion et à l'extension le déplacement du plateau tibial vers l'avant. D'accord? Cette notion de déplacement crânio-caudal du plateau tibial est très importante pour poser le diagnostic de la rupture du ligament croisé crânial ou caudal. Les condyles fémoraux ne sont pas symétriques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et la forme de leur surface articulaire n'est pas congruente avec le tibia. Pour la congruence, le meilleur exemple que je peux vous apporter est l'articulation coxofémorale, où vous avez la tête du fémur qui rentre carrément dans le cotyle de l'imi-bassin. Cette absence de congruence explique, entre autres, la présence des deux ménisques qui empêchent un peu le glissement du fémur caudalement parce qu'ils ont des lèvres qui sont remontées légèrement. De ce fait, en plus de la flexion-extension de l'articulation du gracé, un glissement du fémur par rapport au tibia y est associé. La stabilité crânio-caudale de cette charnière est assurée de deux manières. On a une stabilité passive. On a une stabilité passive qui est le fruit de la présence des deux ligaments croisés, des ménisques et de la capsule articulaire. Et on a une stabilité active qui est assurée par les muscles extenseurs et les muscles fléchisseurs. J'entends par les muscles extenseurs les muscles des quadriceps qui sont là et l'extenseur commun des doigts que je vous ai dit tout à l'heure qui joue un rôle très important dans la stabilité active du gracé. Par les muscles fléchisseurs, j'entends le biceps fémoral, les ischio-jambiers, le gastrocnémien et les fléchisseurs superficiels des doigts. Maintenant, en assurant cette stabilité crânio-caudale du gracé, soit passive ou active, il faut qu'il y ait la création d'un équilibre au niveau de ce gracé. C'est très important ce que je dis parce que vous allez voir que par la suite, quand vous allez entreprendre une chirurgie, ça va être très facile pour vous si vous comprenez ce principe-là. L'équilibre au niveau de l'articulation de gracé a nécessité le développement d'un grand sésamoïde. C'est le plus grand qui existe, c'est la rotule. La rotule exerce une force de cette manière comme elle est schématisée ici. Il y a une force aussi qui va s'exercer par la force des muscles extenseurs et par le poids de l'animal pour qu'il y ait un équilibre entre ces deux forces. Il y a la naissance d'une résultante, désolé pour le schéma, il n'est pas très clair, hein. Il y a la naissance d'une résultante totale qui permet de créer cet équilibre. Parmi les nombreuses forces qui entrent en jeu, il en existe une particulièrement importante, de par l'explication qu'elle apporte à la rupture du ligament croisé crânial et à sa réparation. Cette force s'appelle la force de la poussée crâniale sur le plateau tibial, sur l'articulation du gracé, en position semi-fléchie. Vous remarquez sur ce schéma que le plateau tibial est incliné, il n'est pas perpendiculaire à l'axe fonctionnel de l'articulation. Le poids du corps produit une force de compression C sur le plateau tibial, représenté par un P ici. Le point de contact des surfaces articulaires est situé en avant de l'axe fonctionnel représenté par F. Il en résulte donc une force, c'est de la physique, hein, il en résulte donc une force de poussée crâniale T, ce qu'ils appellent en anglais le tibial thrust. Comme vous voyez sur le schéma à côté, le tibial thrust n'existe pas chez l'homme parce que le plateau tibial est perpendiculaire
aux forces qui s'exercent sur l'articulation et la force de pression ici, elle est sur l'axe fonctionnel de l'articulation. Donc, la force T, en conclusion de la poussée crânienne sur le plateau tibial, est certainement, chez le chien, un important facteur de la rupture du ligament croisé crânial et de l'apparition d'un signe de tiroir. Et voilà qu'on arrive au signe de tiroir qui est très important. Et pourtant, dans bien des cas, l'étiologie de cette affection reste floue. Sous le terme de la rupture du ligament croisé crânial, qui reste la cause la plus fréquente de boiterie du membre pelvien, il y a plusieurs entités pathologiques bien différentes, comme on le voit sur ce texte-là. Et j'entends par ça l'avulsion traumatique du jeune, la rupture traumatique du chien sportif et la rupture dégénérative progressive dont les causes sont inconnues. Mais il n'empêche qu'avec toutes ces entités, l'étiologie de la rupture de ce ligament croisé reste floue, comme je l'ai dit, dans bien des cas. Chez le chien immature, je rappelle que sur le plan ostéologique, le chien est considéré immature avec une ostéologie immature jusqu'à l'âge de 5 mois. Ça, c'est une information importante à retenir. Un chien est immature jusqu'à l'âge de 5 mois. La majorité de la croissance se fera jusqu'à l'âge de 5-6 mois. Mais cliniquement, c'est jusqu'à 5 mois. Pendant ces 5 mois, le ligament est beaucoup plus solide que l'os lui-même. Donc, en cas de traumatisme, nous avons une avulsion osseuse du ligament croisé sur son insertion tibiale ou fémorale. C'est quoi une avulsion? Je rappelle qu'une avulsion, c'est un arrachement ligamentaire avec un bout d'os à l'endroit d'insertion de ce ligament. C'est-à-dire, il arrache parce que chez l'os immature, l'os il est encore à l'état un peu spongieux et il n'est pas encore solidifié. Dans ce cas, il s'agit davantage d'une fracture que d'une lésion ligamentaire et traitée par ostéosynthèse si la taille du fragment avulsé le permet. Le traitement ici, moi, je le fais par la fixation par le biais d'une vis. Chez le chien sportif, anatomiquement et biomécaniquement, le ligament croisé crânial empêche l'avancée crâniale et la rotation interne du tibia lors de la marche, comme on l'a cité avec les légères rotations tout à l'heure. Chez l'adulte, le dépassement des capacités mécaniques du ligament croisé crânial suite à une charge à une hyperextension, comme ici chez l'homme, ou une rotation interne trop importante peut induire une rupture de ce dernier. Et là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, comme on fait partie d'un monde d'une confession musulmane. J'ouvre cette parenthèse pour citer, entre autres, les bienfaits de Ruku' au Sujud, Salat, qui est un exercice d'entretien de la souplesse des ligaments du genou et de sa stabilité. Et je ferme la parenthèse. Lors du dépassement des capacités mécaniques, il s'agit d'une entorse du genou. L'entorse du genou, elle peut englober pas mal de pathologies. Mais là, on a une entorse avec une rupture du ligament croisé. Chez le chien sportif, quand vous avez une rupture du ligament croisé en Algérie, le chien sportif qu'on a, c'est le chien Slougui. Maintenant, il y a beaucoup de manifestations qui se font par rapport au chien et qui demandent un peu de la condition physique et de l'exercice physique. Quant au chien sportif, quand vous avez une rupture de ligament croisé, à ce trauma peut s'associer une rupture du ligament collatéral médial et celle du ligament croisé caudal. Je vous présenterai après lors de notre webinaire pratique, non pas webinaire, notre TD travaux pratiques, quand on se déplacera en Algérie, les subtilités de mettre en évidence et le diagnostic de la rupture du ligament collatéral médial ou latéral et la rupture du ligament croisé caudal. Quant à la rupture dégénérative progressive, ce type de lésion est le plus fréquemment rencontré, plus classiquement chez les animaux en surpoids et sédentaires,
comme représenté sur cette photo. Je ne l'ai pas mise de manière anodine. Ces chiens-là, on les appelle les chiens canapés. Une étude expérimentale a publié que les propriétés biomécaniques du ligament croisé crânial diminuent avec l'âge et plus rapidement chez les chiens de moins de 15 kg. À noter que ces modifications histologiques ne concernent pas le ligament collatéral, les ligaments collatéraux et le ligament croisé caudal. D'après cette étude, il n'y a que les ligaments croisés crânial qui perd un petit peu de sa souplesse histologique. Comme on voit ici, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, mais aucune de ces hypothèses n'a été confirmée, que ce soit la pente tibiale plus importante, la faible largeur de la tuberosité tibiale, obésité, manque d'exercice, dégénérescence ligamentaire. L'étude elle a démontré, mais elle n'a rien confirmé. Mais la prédisposition raciale, quand la dégénérescence liée à l'âge est présente, elle atteint les 2 gracés chez les chiens prédisposés, comme chez le labrador, dans 48%. Maintenant que j'ai attiré votre attention sur ces parties concernant l'anatomie, la biomécanique et l'étiologie, on arrive à un stade où il faut poser ce diagnostic. Le diagnostic de la rupture du ligament croisé repose sur une démarche qui passe par un protocole d'examen rigoureux. La démarche méthodique et le protocole d'examen rigoureux, tout en ayant une bonne connaissance, je ne dis pas une très bonne, mais une bonne connaissance de l'anatomie et de la biomécanique du gracé. Dans un premier temps, comme tout vétérinaire qui se respecte, et je pense qu'on se respecte et qu'on veut qu'on nous respecte, le but est de rechercher le siège de la boiterie. C'est-à-dire, quand un animal, un chien, il vient chez vous avec une boiterie d'un membre pelvien, il faut être très méthodique dans votre examen. Je commence de la phalange en montant au métatarse, tarse, cheville, jarret, tibia, articulation du gracé, fémur, articulation coxo-fémorale et l'hémibassin. C'est ça la méthodologie. Vous devriez tester toutes ces parties du membre pelvien. Puis, dans un deuxième temps, quand vous avez trouvé le siège ou l'étage de la boiterie, on doit diagnostiquer la pathologie qui entraîne cette boiterie. Ce diagnostic repose au préalable sur les commémoratifs, puis il passe par l'examen clinique et se terminera dans notre exposé par un examen radiographique, bien sûr si vous disposez d'un appareil radiologique. Moi, à l'époque, quand j'étais en Algérie, quand je faisais mes radios, j'étais obligé de les emmener dans un centre de radiologie. J'étais à Oran, un centre de radiologie, mais attention, il ne fallait pas passer quand les clients étaient là-bas. Soit on passait en début de journée, donc on était là-bas à 7h30, on était obligé d'aller chercher le chien, ou on passe en fin de journée quand il n'y a plus personne, et c'est nous qui fermons la boutique à l'époque. C'est une petite parenthèse, une anecdote un peu pour décompresser. L'interrogatoire. L'interrogatoire, je suis là, ça a bougé là. Ouais, batterie de soutien. Donc l'interrogatoire du propriétaire montre le plus souvent l'apparition d'une boiterie soudaine de soutien sans traumatisme visible ou possible. Elle survient lors d'une activité normale du chien. Attention, dans les commémoratifs, il y a un petit piège. Il y a une boiterie soudaine qui apparaît, d'accord, comme on la voit sur cette photo. Après, 1 à 2 semaines après, le chien commence à reposer son membre et la boiterie s'améliore pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'elle empire à nouveau. Je viens d'avoir le même cas cet après-midi. 1 heure avant que je commence cette conférence, j'étais en consultation sur un chien que j'ai vu il y a 10 jours pour une boiterie. Et il n'y avait pas un diagnostic précis ce jour-là, je l'ai mis sous antidouleur. En les mettant sous antidouleur, aujourd'hui, il est revenu pour un contrôle. La boiterie, elle y était toujours.
Donc après, je vous expliquerai ce que j'ai fait par la suite, parce que c'est dans le contenu de notre exposé. C'est quoi une boiterie de soutien? La boiterie de soutien, c'est que, comme vous voyez cette photo, le propriétaire vous ramène un chien qui marche sur 3 pattes et il soutient sa patte vers le haut, donc il ne s'appuie pas sur sa patte. C'est ça ce que ça veut dire une boiterie de soutien. Il y a une notion très importante dans votre examen clinique, surtout l'examen à distance. À l'arrêt, l'angle formé par la cuisse et la jambe est de 140 degrés. S'il y a quelque chose, une des choses à retenir, c'est cet angle-là qui est de 140 degrés. Il est très important et à respecter lors de la chirurgie réparatrice par ligamentoplastie, c'est-à-dire par la technique que je vais vous expliquer par la suite. Je vous ai préparé des vidéos. Il n'existe pas de position de Grasset vraiment spécifique d'une pathologie, excepté lors de la luxation de la rotule. Je pense que cette pathologie fera l'objet d'un prochain webinaire, je vous l'expliquerai, mais elle est très compliquée. On va aller au plus simple de ce qui peut se faire. Inch'Allah. Au pas, l'articulation du Grasset est peu sollicitée, alors que trop, l'amplitude articulaire est beaucoup plus importante, comme on le voit ici, elle peut monter jusqu'à 150 degrés. D'ailleurs, un certain nombre de boiteries du Grasset ne se révélera qu'au trop. Après l'examen à distance, on arrive à l'examen rapproché qui est la palpation. La palpation du Grasset en premier temps montre un épanchement synovial dans les cas aigus. Quand vous avez une boiterie qui vient d'arriver et le chien ne pose plus sa patte, quand il arrive chez vous et vous passez à l'étape rapprochée de la palpation, quand vous posez vos mains comme c'est posé ici, vous allez sentir un épanchement synovial, c'est-à-dire le genou, il est gonflé quelque part avec des petites boules. Plus tard, le mettant en évidence, après cet épanchement synovial, un épaississement capsulaire marqué en face médiale surtout, quand ça devient chronique, comme chez le chien de tout à l'heure que j'ai vu. À la mobilisation du Grasset, et dans certains cas, on a un claquement qui est associé au mouvement de la flexion et d'extension. Quand vous avez un claquement, quand vous manipulez en flexion-extension le genou d'un chien, il boite, ça peut être une atteinte méniscale, un signe d'atteinte méniscale. Le ménisque, la deuxième chose à retenir, le ménisque le plus touché dans cette articulation et qui est touché à 95%, c'est le ménisque médial. Je rappelle à nos confrères et à nos consoeurs que la face médiale, c'est la face interne de la cuisse que je rappelle ici, et la face latérale du Grasset, c'est la face qui est à l'extérieur. Le diagnostic est établi, le diagnostic de la rupture du ligament croisé est établi lorsque nous pouvons mettre en évidence l'instabilité crânio-caudale du Grasset. Il y en a qui vont me dire, mais ça veut dire quoi cette instabilité? Nous avons un déplacement crânial, comme on voit sur le dépôt. On a un déplacement crânial du tibia par rapport au fémur, ce qui constitue ce qu'on appelle ici un mouvement du tiroir. Je rappelle qu'il faut impérativement qu'il y ait une comparaison avec le membre contralatéral, c'est-à-dire le membre opposé. Le chien dispose d'une laxité physiologique au niveau de son Grasset qui est de 3 à 4 mm. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Qui est de 3 à 4 mm. Cette laxité, elle est beaucoup plus importante chez le jeune chien. Donc, il faut toujours comparer avec le membre opposé. Ce signe de tiroir qu'on essaye d'obtenir est obtenu soit de manière directe, soit de manière indirecte. Quant à la technique directe qu'on va développer ici, elle consiste en la mobilisation de l'articulation en position d'appui. Si vous vous rappelez, la position d'appui, c'est 140 degrés d'extension. Cette position d'appui est très importante à l'angle physiologique pour mettre en évidence ce mouvement du tiroir. Comment positionner vos mains?
le chien est en décubitus latéral. Je n'ai jamais réussi à prononcer ce mot décubitus. Je dis allongé latéralement sur le membre sain. Donc, je mets le membre boiteux au-dessus, c'est-à-dire s'il boite de la droite, le chien il est allongé sur la gauche. Le clinicien est positionné derrière l'animal de manière à ce qu'il soit dans la même direction que la rotule, comme on voit ici. Une main est positionnée par le pouce derrière le sésamoïde supracondylien latéral et l'index sur la rotule. L'autre main est positionnée avec le pouce derrière la fibula, ici, et l'index sur la tuberosité tibiale. Le fémur étant maintenu, cette main qui est sur le fémur, le sésamoïde latéral et sur la rotule, doit maintenir le fémur pour qu'il ne bouge pas. Étant maintenu, ce fémur, on essaye de faire avancer le tibia perpendiculairement à son axe ou son grand axe. Attention, il y a deux axes perpendiculaires. Il y a l'axe du tibia, quand vous faites le mouvement du tiroir, et il y a l'axe perpendiculaire entre le fémur et les tibias quand vous faites le test radiologique. Ici, je précise, c'est l'axe du tibia, c'est cet axe-là. On ne tient pas compte du fémur. Donc, on essaye de pousser le tibia perpendiculairement à son axe. S'il y a une rupture du ligament croisé, il y a un déplacement crânial du tibia, ce qui constitue le mouvement du tiroir. Par contre, ce mouvement est très douloureux sur des chiens vigiles. Tout à l'heure, j'étais obligé d'endormir le chien pour poser ou tester le mouvement du tiroir. Tellement il est dangereux, tellement il est douloureux, si vous ne mettez pas le chien sous anesthésie générale, votre mouvement du tiroir, il est biaisé. C'est-à-dire vous ne pouvez pas l'obtenir à cause des contractures musculaires. Attention, chez le jeune chien, il faut faire très attention parce qu'il existe une laxité physiologique avec un léger signe de tiroir qui est beaucoup plus importante que chez l'adulte. Toujours, je reviens à la comparaison avec le contralatéral pour apprécier le degré de laxité. Maintenant, quand vous avez une rupture partielle, il y a une petite astuce. Si vous mettez le grasset en position physiologique à 140 degrés, vous ne pouvez pas obtenir le mouvement de tiroir parce que la rupture, elle est partielle. Ce mouvement peut apparaître quand vous avez le tibia qui est en flexion par rapport au fémur à 90 degrés. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Il faut que ça soit comme ça, à 90 degrés. Fémur ici et tibia ici. Et là, vous pouvez obtenir un léger mouvement de tiroir quand il y a une rupture partielle. Quant à la technique indirecte, elle fait appel à une compression tibiale. Comment on se positionne? Une main est placée avec le pouce derrière le sésamoïde supracondylien latéral. Ce sésamoïde ne veut pas nous lâcher dans cette pathologie. Il est présent partout et très important. Et l'index de la même main est placé sur la tuberosité tibiale. C'est celle-là, la tuberosité tibiale. Cette main immobilise le fémur. Quelle que soit la technique directe ou indirecte, il faut absolument immobiliser le fémur. Le grasset étant en position physiologique, l'autre main saisit le jarret et le fléchit. La flexion du jarret met en tension les muscles gastronémiens et la corde du jarret. Muscle gastronémien, c'est ce qu'on appelle couramment le mollet. Cela induit une force dans l'axe du tibia. C'est cette force qui monte dans l'axe du tibia et qui génère une compression du grasset. On écrase le grasset.
et induit notre force de poussée tibiale crâniale qu'on retrouve ici. Elle est là, cette force de poussée tibiale crâniale. Lors de la rupture du ligament croisé crânial, il se produit un mouvement du tiroir schématisé par la flèche rouge où vous avez le tibia qui avance un petit peu vers l'avant et vous le sentez ici sous votre index. Cette technique indirecte, comme je l'ai dit par rapport à la technique directe, elle est moins douloureuse et beaucoup mieux tolérée. Elle est plus facile à réaliser chez les grands chiens. Je vous ai fait une petite schématisation, une slide avec les schémas pour la technique directe et la technique indirecte. Je vous laisse regarder un petit peu avant de passer à l'autre slide. Donc, vous avez direct, pouce, index, pouce, fibula, index sur la tuberosité tibiale. Et c'est cette main-là qui pousse le tibia. Celle-là, elle retient le fémur. Vous avez la technique indirecte, pouce derrière fibula, index derrière le sésamoïde supracondylaire latéral, tuberosité tibiale et flexion du jarret avec l'autre main. Ça, c'est à l'examen clinique. Cet examen clinique, il peut être complété. Cet examen Mortal, oui, Mortal, tu permets une petite question si ça ne te dérange pas avant d'avancer. vas-y. Quand la rupture du ligament en question est accompagnée d'un épanchement synovial important, est-ce que ton mouvement tiroir direct ou indirect est réalisable? Déjà, quand il y a un épanchement synovial, c'est dans les cas aigus, ça vient d'arriver. Donc, le genou, Oui. lésions arthrosiques, des lésions arthrosiques et énoncer un pronostic. Les lésions arthrosiques sont bien visibles sur les radios quand elles sont bien faites. Je fais un petit rappel sur le petit point blanc ici. Peut-être certains de nos confrères se sont posé la question, ça correspond à quoi? Et sa position, elle est très importante. C'est le sésamoïde du muscle poplité qui se trouve toujours ici. Ce n'est pas un arrachement, c'est un sésamoïde du muscle poplité qui est en bas du tendon poplité qui est latéralement. Quand il y a une rupture du ligament du muscle poplité, ce sésamoïde, il est beaucoup plus crânial et vous le voyez déplacé vers le haut. Donc, c'est juste une parenthèse. Sur une image radiographique normale, comme ici, les condyles fémoraux sont superposés. Si vous voyez que les condyles fémoraux sont un peu décalés l'un par rapport à l'autre, ce n'est pas bon comme radio. Quand le gracé, cette superposition, quand le gracé, il est à 90 degrés. Et là, comme on juge la présence ou non du mouvement du tiroir, on a l'axe qui passe par le fémur. Dans les travaux pratiques, je vous montrerai comment les tracer. Et la perpendiculaire qui passe par cet axe du fémur doit passer, c'est-à-dire sa tangente doit passer par le bord postérieur des condyles et toucher aussi et passer aussi à hauteur du bord postérieur du plateau tibial. Ça, c'est une radio physiologique où il n'y a pas de rupture de ligament croisé. Quand on a une rupture du ligament croisé, le cliché de profil du fémur et du tibia à 90 degrés montre un déplacement du tibia vers l'avant. Il faut provoquer le tiroir pendant la prise du cliché, sinon le fémur et le tibia peuvent être à leur place habituelle lors de la radiographie standard, c'est-à-dire un tiroir
radiologique inconstant. Vous avez ici la tangente. Cette tangente, quand on va faire une extension, elle va passer par le bord postérieur des condyles. Il y a une deuxième tangente qui va passer par le bord postérieur du plateau tibial. Pour provoquer ce déplacement quand il y a une rupture du ligament croisé, vous couchez votre chien sur le membre boiteux et vous prenez la diaphyse du tibia et vous donnez une force de poussée crâniale avec votre main. Et vous prenez, en maintenant le fémur bien sûr, et vous prenez votre radio à ce moment-là. Et quand vous faites passer la tangente comme cette radio sur le bord caudal ou postérieur des condyles, il est le bord postérieur du plateau tibial, il est décalé par rapport à cette tangente. Et ça, cet espace, c'est ce qu'on appelle le signe de tiroir radiologique. Par contre, un déplacement qui décidez avec vos mains sur le chien anesthésié. La radiographie permet si quelqu'un qui galère sur le décubitus. Oui, je te rejoins, Andy, je te rejoins. Maintenant, la radiographie permet aussi de voir les avulsions du ligament croisé crânial chez le jeune, en particulier en incidence codocrâniale. Ça veut dire quoi l'incidence codocrâniale? Vous couchez votre chien sur le ventre en position sternale, vous tirez en extension vers l'arrière le membre boiteux et vous dirigez votre foyer au milieu du gracé, mais on prend l'articulation du gracé, si je peux me permettre le terme, par derrière. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va la poser. Maintenant, malgré l'importance clinique majeure de cette pathologie, il existe encore des controverses quant à son traitement. On arrive, depuis 30 ans, de nombreuses techniques chirurgicales ont été décrites puis abandonnées. Actuellement, la stabilisation extracapsulaire par prothèse filaire, et c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui, et je répète, qui est à la portée de tout praticien en Algérie. Elle ne nécessite pas beaucoup d'investissement en matériel, ne vous inquiétez pas. Hein. Et les autres techniques qui sont les stabilisations dynamiques par ostéotomie tibiale, la TPLO et compagnie, sont les traitements chirurgicaux les plus populaires. Le traitement chirurgical est supérieur au traitement médical d'après une étude menée par Vucherer, édition JAVMA 2013. Cette étude a démontré que les meilleurs résultats sont obtenus par un traitement chirurgical que médical. Mais aujourd'hui, un traitement médical, comme on voit sur ce slide, INS plus repos, reste largement prescrit par la communauté vétérinaire chez les chiens de moins de 15 kg dans ce genre de pathologie. Et surtout avec le développement de la physiothérapie. D'ailleurs, elle est en cours de développement dans le domaine vétérinaire. Hein. Le traitement chirurgical ne s'impose que chez les sujets jeunes et sportifs. Ils essayent d'éviter tout ce qui est chirurgie dans la rupture du ligament croisé. Une étude très récente rapporte les habitudes des traitements des vétérinaires américains pour le traitement de la rupture du ligament croisé. C'est la TPLO qui n'est pas représentée ici et la prothèse extracapsulaire. Bon, ici, on de technologie ou de domaine médical. Sachant que le domaine médical et technologique dans le nord des Amériques, soit le Canada ou les États-Unis, il est en avance de 10 ans par rapport à ce qui se passe ici en Europe. Je reviens à notre sujet. La prothèse extracapsulaire est
est la plus utilisée chez les animaux de petite taille. Donc, quand vous recevez des Yorkshire, des Chihuahuas, autres chiens, des caniches, vous pouvez pratiquer cette technique sans crainte. Elle donne de très bons résultats. On a aussi... non, on n'a pas. La stabilisation extracapsulaire par prothèse filaire a pour principe général la substitution, d'accord, la substitution du ligament croisé par une prothèse filaire placée à l'extérieur de l'articulation du gracé. Cette prothèse extracapsulaire aura une orientation et un rôle mécanique comparable au ligament croisé crânial. Ici, on peut l'appeler antérieur aussi. C'est-à-dire empêcher, comme nous l'avons montré en amont, le déplacement du plateau tibial vers l'avant et neutraliser le mouvement du tiroir. Permettez-moi, avant la description de la technique de flow modifié, c'est-à-dire la mise en place de la ligamentoplastie par prothèse extracapsulaire, j'ouvre une petite parenthèse pour revenir sur la septisation des champs opératoires, du matériel chirurgical et du chirurgien. Ce n'est, croyez-moi, ce n'est jamais une perte de temps. Au contraire, ces actions vous éviteront bien des désagréments si une infection venait à s'installer. Personnellement, je vous dis franchement, je n'aimerais pas être confronté à ce genre de situation. Ça pourrait arriver, mais avec cette aseptisation au préalable, son ampleur est moins importante. D'ailleurs, je me permets de faire une petite remarque et loin de moi, bien sûr, l'idée de m'ériger en donneur de leçons. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais c'est un constat que j'ai fait. J'étais un peu choqué, même en tant que professionnel, par la publication de certaines photos de séminaires chirurgicaux ici en Algérie, avec en plus un accès grand public. S'il vous plaît, veillez à ce que toutes les photos des actes chirurgicaux restent internes à la profession, avec un accès réservé à nos consoeurs et à nos confrères. Ne m'en voulez pas pour cette intervention, s'il vous plaît. Je pense, d'après ce que m'a dit Wahid, un de nos confrères vous présentera prochainement, lors de son webinaire, toutes les étapes nécessaires d'une asepsie pour le bon déroulement d'une chirurgie. Pour revenir... Merci pour l'info, c'est super. Voilà. Merci, ouais, merci, voilà, tu m'as perturbé. Pour revenir à notre sujet, l'abord du gracé lors de cette chirurgie doit se faire sur la face latérale du gracé. D'ailleurs, je vous ai préparé des vidéos expliquant le déroulement de la chirurgie du début jusqu'à la fin. Et cet après-midi, j'ai pu filmer, d'ailleurs c'est le client qui a filmé, un mouvement du tiroir que j'ai mis en évidence. Ça tombait super bien. Bon, certains vont dire, puisque la technique est la mise en place d'une prothèse extracapsulaire, pourquoi aborder le gracé et ouvrir l'articulation? C'est-à-dire, pourquoi cette arthrotomie alors? L'arthrotomie latérale est pratiquée dans un but de procéder à la toilette articulaire en enlevant les débris du ligament croisé crânial. Parce que si vous laissez ces débris, ça va faire office de corps étranger, comme si vous avez une OCD, c'est-à-dire une ostéochondrite disséquente, et vous avez comme une souris dans l'articulation. Et c'est très gênant pour le chien parce que ça a toujours une boiterie. En plus de la toilette, lors de cette arthrotomie, on procède à l'inspection du ménisque qu'on voit ici pour s'assurer de son intégrité. Et c'est quel ménisque qu'on va vérifier? C'est le médial. Cette arthrotomie est importante aussi parce qu'elle favorise, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fibrose. Vous vous rappelez de la fibrose? C'est maintenant qu'elle a son importance. Parce que quand je vais suturer la capsule articulaire, ça va favoriser une fibrose périarticulaire assurant la stabilité du gracé à long terme parce qu'elle va vous aider à stabiliser le gracé en plus de votre prothèse filaire extracapsulaire. Après avoir nettoyé l'articulation et s'être assuré
de l'intégrité du ménisque médial, la capsule articulaire, elle est suturée. Il faut toujours suturer la capsule articulaire. On procède ensuite au passage de la prothèse filaire autour du sésamoïde latéral en direction disto-proximale. Je vais dans ce sens-là. Du bas, je monte et je contourne le sésamoïde latéral. Vous voyez ce ligament? Il n'est pas mis ici de manière anodine. D'ailleurs, il ne se fixe pas que ici, il est un peu rallongé jusque-là, sa fixation. Là, l'autre chose à retenir absolument dans cette direction, quand vous passez, voilà, merci Fatih, quand vous passez derrière le sésamoïde et vous voulez après continuer l'étape de la chirurgie, vous devriez absolument, j'ai dit absolument, passer votre prothèse filaire sous ce ligament-là pour éviter par la suite, quand il y a un mouvement de flexion-extension du gracé, que cette prothèse ne va pas glisser en dehors du gracé et comme ça, on aura, et de cette manière, si elle glisse, on n'aura aucune stabilité du genou et c'est comme si vous n'avez rien fait. Après avoir passé cette prothèse ici dans le ligament, on va la passer par la suite en continuant notre trajet en passant sous le ligament tibio-patellaire. Attention, attention. Il ne faut jamais passer cette prothèse au-dessus du ligament tibio-patellaire parce que le chien ne va pas aimer par la suite. Dès maintenant, je peux vous dire que la boiterie chez le chien ne disparaîtra jamais. D'un côté, d'un autre, le contact de la pression de la ligament de la prothèse filaire sur le ligament patellaire par les mouvements va frotter et provoquer un cisaillement du ligament tibio-patellaire et je ne veux pas être confronté à ce genre de situation, comme vous le savez. Bon, une fois qu'on l'a passé sous le ligament patellaire, cette prothèse va passer, après avoir foré la crête tibiale, à cet endroit, il y a un muscle qui s'appelle le muscle tibial crânial, qu'il ne faut jamais passer au-dessus, toujours en dessous. Ça, je vous l'explique sur les vidéos. Une fois qu'on est passé dans le forage de la crête tibiale, on remonte en disto-proximalement pour sécuriser cette prothèse et créer ce qu'on appelle un nœud. Soit c'est un nœud, soit c'est un sertissage. Dans cette notion de passage de la prothèse, tu peux enlever la flèche rouge si tu veux. Sur le passage de cette prothèse par le chemin qu'on a indiqué, il y a une notion très importante et non négligeable dont il faut tenir compte. C'est la notion d'isométrie. Il y a parmi vous qui m'ont dit, mais c'est quoi l'isométrie? C'est la propriété de conserver une distance lors d'une transformation. C'est ça l'isométrie. Et si on la transpose au niveau du gracé, quand elle est appliquée à la mise en place de la prothèse fémoro-tibiale, c'est faire en sorte que la distance entre le point d'ancrage fémoral et le point d'ancrage tibial reste constante sur toute l'amplitude du mouvement du gracé, c'est-à-dire en flexion-extension. Le respect de l'isométrie assure une tension constante de la prothèse filaire au cours du mouvement articulaire. Vous voyez qu'elle n'est pas tendue ici. Dans le cas où la suture est passée derrière le sésamoïde latéral, les points d'insertion tibiaux les plus isométriques sont proximaux, c'est-à-dire vers le haut, et crâniaux, vers l'avant. L'idéal, c'est celui-là. Mais moi, j'ai un peu peur, hein, je suis un peu ancien jeu et ancienne école, j'aime pas trop titiller les bords. Donc, je préfère m'éloigner du bord du plateau tibial et c'est là où je fais mon perçage ou mon forage de la crête tibiale. J'ai de l'épaisseur par rapport à la crête tibiale et par rapport au plateau tibial. Mais aucun point n'est réellement isométrique sur le tibia en prenant comme point d'insertion fémorale le sésame latéral. C'est-à-dire, cependant, encore
pour ça que je vous dis c'est très difficile à traiter et maltraiter la rupture, la pathologie de rupture du ligament croisé, où il n'existe pas vraiment de réelle isométrie. La vraie isométrie, d'ailleurs, ça a été démontré, n'existe pas pour les sutures extracapsulaires. Mais ceci dit, il ne faut pas négliger le minimum du respect en allant forer. Pour moi, c'est ici que je fore. Depuis des années, pour ces prothèses filaires, des progrès importants ont été faits sur les prothèses du ligament croisé. De nombreux fournisseurs vous proposent des prothèses de bonne qualité. Je ne sais pas si ça existe là-bas ou si c'est commercialisé. Ça existe, non, ce n'est pas le terme adéquat, si c'est commercialisé. Vous avez les prothèses en polyéthylène, comme vous le voyez ici, que moi, je n'utilise pas. Ceux-là, je les utilise quand il y a une rupture du ligament collatéral, latéral ou médial, ou je veux remplacer un ligament que je ne peux pas reconstruire. Il y a un fournisseur à Mortar, je ne t'interromps pas. Ah, d'accord. Je ne savais pas, je ne suis pas à jour alors. Tu ne connais pas? Non. C'est le cas, bon. Ah, Inch'Allah. Ok, on a la prothèse en nylon. C'est ce que j'utilise moi, c'est le nylon Sicuros. Et on a la prothèse en polypropylène. Je galère encore pour les citer. Une fois que la prothèse elle est en place, comme je vous ai montré sur le nœud après, il va falloir procéder à la sécurisation de cette prothèse. Elle peut se faire de deux manières. Soit on met un nœud, chose qui est délaissée de plus en plus depuis la création du sertissage, parce que le nœud crée des frottements et ça peut former une sorte d'aspérité cutanée où vous avez un relief, une boule, je l'ai déjà eu ça. Ou on fait un sertissage. Lorsque le nœud est choisi, on peut utiliser des nœuds plats ou des nœuds coulissants suivis des nœuds plats. Toutes ces techniques, je vous les montrerai en pratique. Lorsque l'on noue la prothèse, là, il y a un problème, la tension exercée est laissée à la seule appréciation du chirurgien. Attention, attention. Avant de sertir ou de nouer la prothèse, notion très importante, l'angle physiologique à respecter, 140 degrés d'extension. Si vous n'êtes pas à 140 degrés, ça posera un problème par la suite. Soit c'est la prothèse qui va lâcher, soit il y a la boiterie, soit il y a une diminution de l'amplitude de la mobilité du genou en flexion-extension. Lorsqu'on sertit une prothèse, il est possible d'adapter la tension exercée grâce à un tenseur qu'on voit ici. D'ailleurs, je vous ai pris une photo de ce que j'utilise. Le sertissage est très intéressant et beaucoup plus intéressant que les nœuds parce qu'il diminue l'élongation du montage pendant la période post-opératoire, tout particulièrement lors de l'emploi de prothèses en nylon. Voilà pourquoi j'utilise les prothèses en nylon pour éviter cette élongation. Il existe des variantes aussi de cette technique. Certains chirurgiens, ils utilisent les ancres fémoraux au lieu de contourner le sésamoïde. Quand on utilise l'encre fémorale qui va se fixer ici, l'isométrie s'impose impérativement. Attention, ça s'impose. D'autres débutant lors de l'utilisation de tunnels osseux avec le dispositif Tightrope. Ça, c'est une technique qui est utilisée chez les jeunes, en humain. D'ailleurs, j'ai une joueuse, parce que je suis entraîneur de handball, j'ai une joueuse qui a 16 ans qui s'est cassé le ligament croisé et ils ont utilisé cette technique pour stabiliser son genou. Il y a une notion qui est très importante. Il faut faire très attention à ce que je vais vous dire. Quand vous utilisez la prothèse extracapsulaire filaire, il faut absolument que vous disiez et vous recommandez à votre client 2 mois de confinement du chien, c'est-à-dire 2 mois où il le sort le matin, un quart d'heure, 20 minutes, courte pour faire ses besoins et le soir pareil, pour éviter tout mouvement, impact violent sur le grasset. Moi, ce que je leur dis, ce que je tiens comme discours, je leur dis, votre chien
le travail a été fait sur votre chien, il est fait à 100%. Mais le chemin n'est fait qu'à 50%. Vous êtes à 50% chez nous à la clinique et 50% chez vous. Si vous voulez que les clients adhèrent à vos discours, vous dites, si vous surveillez mal votre chien et puis qu'il y a un problème et on doit reprendre la chirurgie, je vous facture de la même manière que la première. Et là, à mon avis, le chirurgien, le client, il va vite adhérer à votre discours. Il y en a d'autres aussi qui peuvent un peu sécuriser la prothèse extrafilaire en la doublant. Moi, ça m'est déjà arrivé de la doubler. Par contre, dernièrement, on m'a parlé d'une autre technique pour doubler. Vous passez 2 fois avec la même prothèse et vous créez une tension qui va tirer sur les 2 chefs de la prothèse et la sertir qu'une seule fois. Maintenant, quelles que soient les variantes techniques utilisées, on a quand même un taux de satisfaction des propriétaires qui est de l'ordre de 80 à 90%. La satisfaction du client n'est pas la réussite clinique, ce n'est pas la satisfaction clinique. Pour cela, il faut évaluer objectivement les résultats par l'analyse de la marche sur plaque de force. Ça se pratique au niveau des écoles vétérinaires. Donc, cliniquement, on a 40% des chiens qui s'améliorent et on a 15% des chiens qui sont normaux. Ces tests ont été faits 6 mois post-chirurgical. On a plus de réussite quand on a affaire à un vétérinaire expérimenté. Bon, ne vous inquiétez pas, pour être expérimenté, il faut que vous arriviez à faire 6 ou 7 ligaments croisés et là, vous avez l'expérience. Il ne faut pas faire des tonnes. Hein. Il y a un discours qui est très important, qui est d'arriver déjà avec un de nos confrères qui m'écoute maintenant, et je pense qu'il doit se connaître, où le client lui a cassé les oreilles par la boiterie. Quand vous faites et vous appliquez cette technique, la boiterie peut durer jusqu'à 3 mois. Soyez clair avec votre client dès le départ. Vous lui dites que la boiterie, votre chien va boiter à des degrés différents jusqu'à 3 mois post-op. Et à partir de 3 mois, la boiterie disparaîtra quasiment chez votre chien. Ce discours est très important parce que vous allez avoir des clients qui vont commencer à vous appeler, à vous demander « Ah, il boite toujours !» 1 mois après, « Ah, il boite toujours, docteur, qu'est-ce que je dois faire ?»« Ah, mais vous ne m'avez pas expliqué. 1 mois et demi, il boite toujours, on n'a rien fait, qu'est-ce qui lui arrive ?» 2 mois. Ben, écoutez, malgré le temps qui a coulé par rapport à la chirurgie, mon chien, il boite toujours, mais peut-être pas pareil qu'au départ, mais il boite toujours, il y a moins. Mais si vous tenez le discours dès le départ des 3 mois, là, vous êtes tranquille. Quand il vous appelle, vous dites, je vous ai déjà expliqué, la boiterie, elle peut aller jusqu'à 3 mois. Maintenant, il est acté avec un haut niveau de preuve que la TPLO que vous voyez ici, c'est le nivellement du plateau tibial, donne de meilleurs résultats fonctionnels que la suture latérale, tout particulièrement sur les gros chiens qui sollicitent davantage leur implant. Je peux vous assurer et vous rassurer que cette technique de la prothèse extracapsulaire, je l'ai utilisée sur des canets corso qui font 40 kg, sans doubler la prothèse. Mais avec une bonne surveillance du propriétaire, ça a donné de très bons résultats. Et le chien ne boite plus. Par contre, comme vous voyez ici, la technique de la prothèse filaire intracapsulaire ou ligamentaire, elle est de plus en plus délaissée parce qu'elle ne donne pas de bons résultats. Maintenant, pour toute technique ou ses variantes, il y a des complications. Dans ce genre de chirurgie avec la prothèse extracapsulaire, on a 20% de complications. Dans 50% de ces 20%, c'est-à-dire 10%, nécessitent une reprise chirurgicale. Donc, c'est vraiment minime et c'est très intéressant. Les complications qui reviennent le plus souvent, c'est l'infection ou la rupture du ligament croisé. J'ai déjà eu cette infection sur un berger allemand, mais cette infection, elle était due au rejet de la prothèse par le berger. Je l'ai repris 2-3 fois, je pense 3 fois, et le berger n'a jamais accepté la prothèse.
après un curetage, nettoyage, antibiothérapie, assainir le grasset, on repose la prothèse et il ne l'accepte pas. Les inflammations, ça peut arriver, mais c'est systématique en porte chirurgicale. Ne vous inquiétez pas si on vous dit que le genou a gonflé. Ce n'est pas une infection en porte chirurgicale. Il y a une sorte d'œdème qui s'installe parce que vous avez touché au grasset. Donc, ce grasset va gonfler suite à une inflammation qui est provoquée par la chirurgie, mais elle s'estompe au bout de 10-15 jours, le genou redeviendra en forme normale, c'est-à-dire posture normale. La rupture d'implant, j'en ai jamais eu. L'arrachant sésamoïde, j'en ai jamais eu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Maintenant qu'on a survolé cette pathologie et on a abordé pas mal de thèmes pour nous expliquer et les techniques qu'il faut pour la réparer, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Il a été dit que la rupture du ligament croisé crânial est une affection que nous ne savons pas réellement traiter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais je confirme. À cette heure, les techniques de suture latérale sont encore largement employées et dont les résultats cliniques sont corrects et non parfaits, mais ça donne de bons résultats. Les techniques de suture latérale sont dorénavant supplantées par les techniques de stabilisation dynamique. Mais ce n'est pas le même coût. Par exemple, ici, vous faites une TPLO, vous êtes à 1 700 €. Vous faites une ligamentoplastie, vous êtes à 1 000, 1 200 €. Donc, le coût n'est pas pareil parce que le matériel n'est pas pareil, mais la technicité, elle est là. Quand on parle de stabilisation dynamique, on parle des ostéotomies, la TPLO, tout particulièrement chez les grands chiens. Mais vous pouvez, si vous donnez, il y a un bon suivi post-chirurgical de la part du propriétaire et un bon suivi de votre part, vous pouvez utiliser cette technique et même doubler la prothèse chez les grands chiens. Par contre, pour l'avenir, il y a fort à parier que les traitements actuels ne seront plus les traitements de demain parce que le genou ou le grasset n'a pas cessé de nous révéler tous ses secrets. On dirait qu'on est dans National Geographic. Voici quelques titres d'ouvrages que j'ai mis à votre disposition pour améliorer et avoir une vue sur ce qui se pratique. Vous avez le Pierre Métayer sur les voies d'abord chirurgicales ostéo-articulaires qui est très très bien. Et vous avez aussi le Brinker Pierre Métayer aussi associé Flo qui vous donne toutes les techniques orthopédiques actuelles et contemporaines pour les ostéosynthèses, tout ce qui est fracture osseuse ou articulaire. Particulièrement, moi, j'utilise pour mes prothèses extracapsulaires le sertisseur, la pince à sertir. J'ai mon extenseur qui est là, ou mon tenseur, plutôt mon tenseur. Vous avez la prothèse filaire en îlot serti d'une aiguille et vous avez le tube qui passe, dans lequel passe le fil pour sertir. Wallahu waliyu tawfiq. Maintenant, je vous ai préparé quelques vidéos. Je pense vont être intéressantes pour ceux qui s'y intéressent. Et vous allez voir, ça va être très, très formateur. Vous avez ici un mouvement de tiroir du chien que je viens de recevoir avant la conférence. On voit bien le mouvement du tiroir. Regardez la position du pouce, de l'index, la première main, du pouce, de l'index, de la deuxième main et ma position. Je suis derrière le chien dans le sens de sa rotule. Et là, je reprends le mouvement. Et là, vous le voyez. Ça, ce n'est pas un mouvement physiologique. Ce n'est pas 3-4 mm. Hein. Et malheureusement, ce chien, il a… Même en étant anesthésié, il n'aime pas. Voilà. Vous voyez, même en étant anesthésié, ce chien, il n'aime pas que je touche à son genou. Ça lui fait tellement mal. Ça, c'est le chien que je vous ai dit, j'ai vu il y a 10 jours. Je l'ai mis sous antidouleur, mais malgré ça, il boitait toujours. D'accord? Quand il est revenu aujourd'hui, je l'ai fait monter, sauter et trotter et je voyais qu'il soulageait beaucoup plus la patte gauche, c'est-à-dire le membre pelvien gauche, que le droit. Je l'ai anesthésié et avec le relâchement musculaire, ça, j'ai pu mettre en évidence le mouvement du tiroir. Je n'ai même pas besoin de compléter le diagnostic radiologiquement. Et là, je vous laisse suivre ces vidéos qui sont très importantes du début de la chirurgie jusqu'à la fin.
Donc, l'abord latéral du gracé ne pourra se faire qu'après avoir pris nos repères. Vous avez la tuberosité tibiale qui est là. Vous avez le ligament patellaire qui est là. Vous avez la rotule qui est là. Je suis un peu loin, hein, mais c'est vous juste avez pour ici schématiser. La lèvre de la trochlée. Donc, l'incision se fait de disto-proximal de cette manière ou dans le sens contraire. Avec nos repères, Une fois qu'on a pris nos repères, hein. tibiale, la lèvre de la trochlée. Moi, j'ai l'habitude de l'incision cutanée en proximo-distal. Vous voyez que je m'éloigne légèrement du ligament patellaire pour laisser la distance pour que je puisse. Voilà. Après l'incision cutanée, je fais une incision du fascia sous-cutané. L'incision cutanée et l'incision du fascia sous-cutané. Après, hein. On aborde maintenant l'incision du rétinacle. Le rétinacle, c'est un tendon plat qui relaie le biceps fémoral à l'articulation du gracé. Ce rétinacle nous permet de couvrir la prothèse par la suite pour qu'elle ne frotte pas avec la partie cutanée. Donc, après l'avoir individualisé et identifié comme vous le voyez ici, je fais une petite incision disto-proximale pour identifier mon rétinacle. Et là, mon rétinacle, il est là, mon rétinacle. Comme vous le voyez ici, je l'individualise par rapport à la structure cutanée. Je continue ma dissection mousse. Je monte un peu plus haut. Avec quelques coups de ciseaux. C'est-à-dire en proximal. Je fais ma bonne dissection mousse. Voilà. Et mon rétinacle, il est bien individualisé ici. Et ici, à ce niveau-là, là, ici, j'ai le sésamoïde latéral qui est là. Après individualisation du rétinacle avec le bord crânial et la partie caudale, on arrive maintenant à identifier la capsule articulaire. Vous voyez comment elle se gonfle là. Donc, je fais une incision latérale de manière… Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Ce que vous avez vu quand j'ai identifié la capsule articulaire, c'est quand il y a un épanchement synovial, c'est ce que vous avez quand vous palpez le genou. Hein. C'est de cette manière que ça apparaît. À accéder à l'articulation du gracé. Donc là, je suis sur l'articulation articulaire. Pas articulaire, désolé, du gracé. On la voit ici. Donc ça, c'est la paroi de la capsule articulaire avec son bord crânial. Après l'arthrotomie, on découvre la rotule qui est là, les formations fibrocartilagineuses et le ligament patellofémoral. Donc, pour avoir accès mieux et mieux visualisé, on va continuer l'incision de cette structure et on arrive à la trochlée. Alors, une petite parenthèse, quand vous allez ouvrir sur du vivant, parce que là, je travaille sur un cadavre, en ouvrant de manière proximale ici, il y a une branche de l'artère fémorale qui va passer ici. Quand vous allez faire votre incision soit à la lame, soit avec des ciseaux, ça va saigner abondamment. Ne paniquez pas, il faut juste mettre une pince hémostatique de chaque côté, 2-3 minutes et ça s'arrête. Surtout, ne paniquez pas. Clé du fémur qui est ici.
Après avoir individualisé la trochlée, Ce que vous voyez ici, je ne l'ai pas précisé sur la radio, ça, c'est les ostéophytes, c'est ça l'arthrose. Hein. C'est ce qu'on voit ici, c'est une poussée d'ostéophytes. On les voit ici. après avoir individualisé la trochlée, on a le sillon trochléaire aux loges intercondyliennes. Vous avez tout ça, la trochlée, vous avez la lèvre latérale de la trochlée, vous avez la lèvre médiale de la trochlée et vous avez le tissu adipeux ou le coussin adipeux qui est à base de l'articulation. Au niveau du coussin adipeux, il y a une branche aussi fémorale qui passe ici. Quand vous ouvrez un peu plus bas, ça commence à saigner. Ne vous inquiétez pas, pince hémostatique et tout rentre dans l'ordre. Une fois qu'on a accédé à l'articulation, après avoir éliminé le coussin adipeux, chose qu'il ne va pas faire en chirurgie normale parce que je travaille sur un cadavre, vous avez le ligament croisé crânial qui est ici, individualisé par le romain. Voilà, c'est là, le ligament croisé crânial, il est là. Articulaire se fait par une lame de 11. Donc, j'enlève tous les débris La toilette articulaire. du Hein. ligament croisé que je viens de casser sur le cadavre pour qu'il n'y ait pas de gêne articulaire. Attention à ne pas toucher le cartilage articulaire. Voilà. La toilette articulaire, elle est faite, j'ai plus de débris du ligament croisé crânien. On vérifie le ménisque médial. Il faut vraiment forcer l'articulation, pousser soit avec un écarteur agracé ou un écarteur d'Oman pour qu'on puisse individualiser et mettre en évidence le ménisque Il est là, médial. le ménisque, hein, c'est ça le ménisque. C'est celui-là qui est le plus touché. Et quand il y a une fracture et vous forcez de cette manière pour écarter, vous voyez des fissures ou des fêlures ou carrément coupées en deux. Après la suture de la capsule articulaire, notre prothèse filaire, comme c'était le sujet de notre webinaire, elle est en extracapsulaire. Donc, on va la faire passer en dessous du sésamoïde latéral qui est là, dans une direction disto-proximale. Après, s'il y a une chose qu'il faut bien retenir, et j'insiste là-dessus, c'est le passage de cette prothèse sous le ligament sésamoïdo-fémoral. C'est ce ligament-là que vous voyez ici. Pourquoi? Pour éviter que quand le chien est en situation locomotrice, que la prothèse ne glisse pas vers le bas. Elle reste en place. Après cette étape, on l'a fait passer sous le ligament patellaire qui est là. Attention, jamais au-dessus parce que le chien ne va pas trop aimer par la suite. Donc, elle est là. La prothèse, elle est passée. Après avoir tunnalisé la crête tibiale, je fais passer, j'essaie de faire un peu vite, je fais passer la prothèse en suivant l'aiguille. Voilà, elle est là. En pratique, je vous expliquais D'accord? pourquoi j'ai Donc, mis la l'aiguille. prothèse, maintenant, elle est passée dans la crête tibiale. Ce que vous voyez ici, c'est le muscle tibial crânial. Ce qu'on voit ici, là. Celui-là, c'est le muscle tibial crânial qu'il ne faut absolument jamais passer la prothèse au-dessus parce que par le temps, ça va le cisailler. Faites très attention. Donc, il faut, personnellement, ce que je fais, je redresse un petit peu l'aiguille de la prothèse, d'accord? Hop, et je la fais glisser en dessous du muscle crânial
du muscle tibial crânial de manière à ne pas le prendre sous la prothèse. Et là, votre prothèse, elle est bien placée. La prothèse, elle est en place maintenant. J'avais Il le va tenseur falloir ici. un hein. serrage. Pour le but de ce serrage, c'est de neutraliser le mouvement du tiroir. Donc, le tube à sertir, il est en place et le tendeur, pareil. Donc, avant de commencer à tendre la prothèse, il faut absolument que le genou soit en extension physiologique, c'est-à-dire, je rappelle, un angle de 140 degrés. Et vous commencez à tendre. La tension qui est appliquée, c'est à l'appréciation du chirurgien. Après avoir tendu, on vérifie le mouvement de tiroir. Il faut qu'il y ait un mouvement physiologique de 3 à 4 mm, ce qui est là. Maintenant, le genou, il est stabilisé, flexion-extension et pas de mouvement de tiroir. Pour sertir le tube, on le met dans une position latérale pour qu'on puisse l'écraser. Sa position, elle est à proximité du sésamoïde. Le sertissage commence toujours par le milieu, qui est là. Et je sertis. Et vous voyez ici que le tube, il est serti. Et après, je vais au-dessus, c'est-à-dire sur les côtés. Voilà. Et en dessous. Allez, là, on voit que le tube, il est serti à droits endroits, milieu, crânial et caudal. D'accord? Et là, vous voyez, il est bien tendu. On n'a plus de mouvement de tiroir. Donc, et la flexion, elle est bien respectée. Une bonne isométrie, malgré que l'isométrie n'est pas encore fondée. Là, on procède, après cette étape, à la suture du rétinacle qui va couvrir la prothèse. Donc, après la suture du rétinacle, comme vous le voyez, il a complètement couvert la prothèse filaire pour éviter le contact avec le plan cutané. Maintenant, on va procéder à la suture du plan cutané avec le fascia sous-cutané et votre chirurgie sera terminée. Merci. Donc là, c'est la suture cutanée. Bon, elle n'est pas très académique, hein. Je travaille sur un cadavre, je fais vite, mais il faut des points un peu plus beaux que ça. D'habitude, je fais mieux. Hein. Et là, on remarque qu'il y a plus Moi aussi, je me suis posé la question. Tiens, c'est bizarre. de tiroir dans la Tu as déjà vu à l'œuvre, et que la flexion-extension n'est pas gênée par la prothèse. Bon, notre conférence arrive à sa fin. Merci pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long, que ça a été assez clair. Je ne me suis pas beaucoup approfondi dans le sujet ou sur le sujet. Donc maintenant, je laisse la parole à Waïd et à vos questions. Barakallahu fikum, Allahu wa li tawfiq.